Réhabiliter Louis XII, partie 4, sur 6. Timeline 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. La France s'affiche comme la première puissance de la péninsule et Jules II se retrouve affaibli et isolé. Acculé, du coup, il consent à abandonner ses prétentions vénitiennes et de pardonner au duc de Ferrare, mais cette fois, Louis XII refuse la main tendue. Les préparatifs pour le concile continuent du coup et sont ajournés lorsque la nouvelle de la maladie du pape se répand. Mais malheureusement pour Louis et Maximilien, Jules II va guérir, et bien la guerre reprend. Pour se trouver des alliés, le pape crée en octobre 1511 une ligue qui a vocation à réunir tous les princes chrétiens contre l'infidèle, officiellement les Turcs, officieusement Louis XII. Venise et l'Espagne en font partie. Le roi d'Angleterre va s'y joindre également, il trouve là le moyen de retrouver une place sur la scène européenne. En réponse, Louis XII relance son concile qui se tient à Milan. Les armées espagnoles, vénitiennes, papales et suisses se dirigent alors vers les possessions françaises d'Italie. Les troupes françaises parviennent à maintenir malgré tout leur position et à gagner cette nouvelle guerre, mais là, le prix est très élevé. Parmi les très nombreux soldats décédés, on compte le duc de Nemours, Gaston de Foix, qui était comme un fils pour le roi, qui est très atteint par son décès. Blessé par cette défaite, Jules II convoque, lui, le concile de Latran, qui excommunie carrément le roi très chrétien. En parallèle, le pape monte une nouvelle ligue avec Venise, l'Espagne, l'Empire et l'Angleterre et rejoint bientôt par la Suisse. En décembre 1512, la France a perdu le Milanais. Maximilien Sforza devient le nouveau duc de Milan. Dans le même temps, Gênes se déleste du contrôle français. Dès lors, Louis XII délaisse la péninsule italienne pour se concentrer sur les frontières du royaume de France qui, pour la première fois, sont en danger depuis son accession au trône. Après la défaite maritime de l'Angleterre, il ne reste plus que l'Espagne à être en guerre contre la France. Mais une trêve d'1 an est promptement signée. Seul le pape refuse tout compromis et sa mort, en février 1513, est accueillie avec le soulagement que vous pouvez imaginer. Du coup, Aubaine, le roi de France pense reconquérir le duché de Milan et il s'attelle à se réconcilier avec l'Empire avant de préférer finalement une alliance avec Venise. Vexé, Maximilien se rapproche de l'Angleterre. C'est incroyable, on se croirait dans une cour d'école. Le successeur de Jules II est également hostile à la France. Il s'agit de Jean de Médicis, qu'on va rebaptiser Léon X. À son tour, il cherche à monter une ligue contre la France, malgré les réticences du roi d'Espagne Ferdinand. Et vous avez à ce moment-là un tour de passe-passe juridique qui rend possible l'intervention espagnole en dépit du traité de paix signé avec la France. En mai 1513, l'armée française doit à nouveau entrer en Italie. Et l'intervention se solde par un échec. Le Milanais reste donc à la famille Sforza. Alors, je pose la question, pourquoi Louis XII ne s'est-il pas accroché à ces territoires qu'il avait eu tant de mal à acquérir ? Eh bien tout simplement parce qu'en ce même mois, le roi d'Angleterre a fait débarquer des troupes à Calais. Fin juin, c'est Henri VIII en personne qui pose le pied sur le sol français. Le roi de France ignore la situation, tant que c'est possible, parce qu'il ne veut pas d'une guerre contre l'Angleterre. Mais il y a un moment donné, le conflit devient inévitable et la taille, un pot qui avait considérablement baissé, est augmentée. Vous avez les alliés écossais qui viennent en aide aux Français, mais leur armée est mise en déroute. Le roi d'Écosse lui-même va perdre la vie aux côtés de milliers de ses soldats. Finalement, Henri VIII finit par quitter la France. Il n'a plus les moyens d'y demeurer. Il faut savoir qu'à ce moment-là, l'Angleterre n'est pas si riche que ça. Le royaume a perdu le Milanais, n'a pas connu de grands dommages en fait sur son sol, mais tous ces événements finissent par lui coûter très cher. La situation financière des autres royaumes européens, je vous rassure, n'est pas meilleure. Tous s'accordent finalement à reconnaître la nécessité d'une paix durable. Louis se réconcilie d'abord avec le pape, c'est important. Il adhère au concile de Latran. Le pape invite en retour les princes chrétiens à faire la paix avec la France. Une paix est signée avec l'Espagne. Un projet de mariage est renouvelé avec le Saint-Empire. Sur ces entrefaits, Anne de Bretagne, sa femme bien-aimée, décède le 9 janvier 1514. Et Louis XII lui offre des funérailles somptueuses. Le roi, âgé de 53 ans,
peut donc maintenant aussi faire la paix avec l'Angleterre. Et comment il fait? Eh bien, il épouse la première fille d'Henri VIII, Marie Tudor, qui vient de fêter ses 16 ans. Le mariage est célébré le 11 octobre et les deux époux souhaitent tous les deux avoir un fils. Louis, évidemment, pour éviter que la couronne ne passe à son cousin, le futur François Ier, vous avez compris, et Marie pour pouvoir rester reine de France, bien sûr. Une nouvelle campagne militaire pour reconquérir le Milanais est prévue pour le printemps 1515. 1515, vous avez retenu la date, et seuls les Suisses sont en mesure de s'y opposer à ce moment-là. Or, vous avez compris, 1515, cette nouvelle campagne ne verra jamais le jour. En décembre 1514, Louis XII tombe gravement malade. Et le 1er janvier 1515, il reçoit l'extrême onction. Il rend son âme à Dieu, entouré de ses fidèles. François d'Angoulême, gendre et successeur du monarque, est parmi les premiers à venir se recueillir sur sa dépouille. Il prend aussitôt ses responsabilités, si je puis dire. Vous savez comment je porte François Ier dans mon cœur. Il prend le titre de roi de France, alors que la quarantaine de Marie Tudor, qui est destinée à vérifier si elle est enceinte de Louis XII, n'a pas encore commencé. Le 10 janvier, 3000 personnes suivent le convoi funéraire. C'est énorme, sans compter le public massé dans les rues. Le roi est mort, vive le roi. François Ier, couronné 11 jours après le décès de son prédécesseur, l'honore avec un tombeau monumental. Mort 3 mois après son mariage, il va sans dire que Louis XII n'a pas laissé Marie Tudor enceinte, bien entendu. La présence à la cour de France de la jeune veuve risque de poser quelques conflits. Alors Louise de Savoie, la mère de François Ier, la renvoie comme ça en Angleterre avec sa suite à la première occasion. La vie de Louis XII a été, vous l'avez compris, une succession de batailles en Italie, prenant puis reprenant tour à tour le contrôle du Milanais et de Gênes. Le simple récit biographique de sa vie ne permet pourtant pas d'apprécier l'image positive dont il jouissait au travers de son royaume. C'est cette image de prince sans tache qu'on va maintenant interroger. À la fin de la guerre de Cent Ans, le pouvoir royal s'efforce de prouver que le roi de France est un monarque exemplaire pour conserver son autorité qui est quand même fraîchement retrouvée. La paix devient un objectif du gouvernement royal et Louis XII réussit à se présenter comme un prince pacifique malgré toutes les guerres qu'il a menées en Italie. Les publicistes développent alors cette image dès son accession au trône qui, bien qu'elle n'ait pas eu lieu dans des circonstances normales, s'est globalement déroulée sans accroc. Les guerres à l'étranger n'ont jamais été reniées, au contraire, la propagande royale les a présentées comme légitimes. C'est pour ça que j'ai commencé l'émission par Colin Powell. Louis XII a simplement cherché à reprendre ce qui lui appartenait de droit, et il n'a fait la guerre qu'à des princes contestés et contestables. On va voir ce qu'il en est. Dans ces conditions, le monarque français apparaît comme un libérateur de la tyrannie. Il faut savoir qu'à la fin du Moyen-Âge, la notion de tyran existe. Vous avez 2 sortes de tyrannie, d'ailleurs. Vous avez la tyrannie acquisitive, c'est-à-dire l'acquisition du pouvoir quand on n'y a pas droit, et la tyrannie régitive, quand un souverain légitime abuse des pouvoirs qui lui sont donnés. Le tyrannicide n'est possible que sous l'autorité d'un magistrat compétent pour éviter toute violence politique débridée. Néanmoins, on reconnaît que Dieu peut donner à un individu particulier la charge d'éliminer un tyran, ce qui est extrêmement important. C'est ce qui va se passer avec Henri IV, par exemple, avec Ravaillac. Le roi de France peut se décharger du coup sur ses conseillers pour éviter l'appellation de tyran, mais il ne peut échapper à la dénonciation de mauvais prince. Vous savez que l'image du bon prince va être dessinée par Machiavel 20 ans plus tard. La critique n'est jamais formulée ouvertement, mais par des moyens détournés, en érigeant un monarque antérieur comme modèle. A l'inverse, vous avez aussi un souverain passé qui peut être décrit comme un tyran par ses successeurs. C'est exactement ce qui est arrivé à Louis XI, qui a violemment été attaqué par la propagande royale de Louis XII, son cousin éloigné. Et j'en ai parlé au début, Louis XII a commencé à développer cette critique au moment où il cherchait à divorcer de sa première épouse, Jeanne, la fille donc de Louis XI. L'ancien roi est décrit comme un tyran qui aurait imposé au pauvre Louis d'Orléans et à sa famille un mariage dont il savait d'emblée qu'il ne serait pas valide. En 1508, dans sa louange au roi Louis XII,
Claude de Seyssel présente le roi comme un anti-Louis XI, un roi tyran d'un nouveau genre, paré de tous les défauts possibles et imaginables. Ça, c'était l'image de Louis XI. Mauvais fils, il n'avait qu'un désir, que son père, Charles VII, meure pour pouvoir accéder au trône. Une fois roi, il méprise et persécute jusqu'à la mort les grands du royaume, son frère et ses cousins. Mauvais mari aussi, puisqu'il laisse sa femme sans argent, il l'exile loin de son fils, il la trompe bien entendu sans cesse. Mauvais père aussi, puisqu'il fait emprisonner son fils pour l'esseler. Mauvais roi enfin, puisqu'il accable son peuple d'impôts, conduisant certains même à quitter leur pays. Et pour finir, alors là c'est pire que tout, mauvais chrétien, puisqu'il ne se tourne vers Dieu que pour servir ses intérêts personnels. Tant de méfaits lui font craindre pour sa vie. Du coup, Louis XI s'entourait d'une garde importante. Thomas Bazin développe même les mêmes arguments contre Louis XI. Les deux auteurs décrivent une tyrannie familiale en dénonçant les abus, en soulignant le mécontentement, mais ne remettent jamais en cause, attention, la légitimité du roi. C'est l'homme, encore une fois, qui est mauvais, c'est contre lui que le peuple, l'Église, la famille résistent passivement, toujours, sans se révolter. Seuls les grands du royaume peuvent mener une résistance active au nom du bien public. Tout ça est important. Ça explique aussi les questionnements au moment de la Révolution française. Pour les autres, le devoir d'obéissance ne peut être contesté parce que désobéir au roi, c'est désobéir à Dieu, qui encore une fois représente les fondements de la monarchie française. De fait, la mentalité politique qui prédomine à la fin du XVe siècle, c'est l'attachement à un prince fort, à un prince garant de l'unité du royaume. Le roi a également le devoir de maintenir la justice en son royaume. Et l'idéal, vous le connaissez, c'est Saint-Louis. Saint-Louis, c'est Louis IX, on est d'accord, pas Louis XI, bien entendu, j'espère que vous le savez. D'ailleurs, dès la fin du XIIIe siècle, vous avez la main de justice qui fait partie intégrante de l'iconographie royale. La notion de justice, d'ailleurs, est centrale pour conserver un bon gouvernement. Elle seule garantit une paix durable et le bonheur des sujets. Pour y parvenir, les rois de France multiplient les ordonnances de réforme, qui étant rarement appliquées, avaient quand même le mérite de prouver la bonne volonté du roi. C'est drôle d'ailleurs, comme rien ne change finalement. Je devrais faire un tome 2, ça date pas d'hier. Aujourd'hui, on dirait il fait de la com, mais finalement, ça n'a pas changé. L'émission 5000 ans d'histoire est désormais accessible gratuitement, divisée en 6 parties, du vendredi au mercredi. En vous abonnant pour 2 € par mois, le prix d'un café, vous avez accès à l'émission et aux plus de 300 autres, en entier, en exclusivité, et surtout sans pub. Le lien est dans la description.